à quel niveau se situe l'enchâssement. Là, on a un enchâssement du pivot vraiment dans la partie inférieure de notre bande bleue, mais des fois, on a un pivot qui passe dans la partie supérieure. Vous voyez ici, il va passer dans la partie également un petit peu inférieure. Mais vous pouvez faire une cote mal taillée parce que des fois, vous pouvez louper une prise de position. Hein. Vous pouvez placer un ordre d'achat limite sur ce niveau, mais avec le spread, vous pouvez ne pas être exécuté. Donc, vous pouvez tout à fait dire finalement, ou instaurer une routine en disant, ben moi, quoi qu'il arrive, dès que j'ai un pivot enchâssé dans ma bande bleue, moi je vais essayer de prendre position dans la partie médiane de la bande bleue. Voilà. Ça vous permettra de mener un grand nombre d'opérations et d'éviter de ne pas être exécuté, par exemple, dans un cas comme ici. Parce que si vous placez un ordre d'achat pour limite pile poil sur le pivot, avec, bien sûr, il faut compenser le spread pour être exécuté, donc il faudrait que le marché descende un poil plus bas, et là il n'est pas descendu. Donc moi je vous ai proposé un schéma ultra basique, hein, c'est-à-dire on achète dans la pente bleue quand le pivot est enchâssé dedans, on met un stop sous les moyennes mobiles, et dès qu'on a gagné cette quantité, on sort. Voilà. Ça c'est hyper simple à coder. Alors vous pouvez bien entendu développer des choses beaucoup plus sophistiquées avec des ordres multiples. C'est-à-dire, vous pouvez induire deux ordres symétriques au même moment. Vous en avez un, par exemple, qui va être chargé d'aller gagner finalement du 1 pour 1, en espérant que le stop initial monte rapidement pour que vous ne travaillez plus du 1 pour 1, mais du 1 pour 1,2, 1,5, 2 peut-être, quand on remontera pile poil sur le point d'entrée. Et le deuxième ordre que vous aurez lancé peut être un ordre qui est chargé d'essayer, moi j'appelle ça des filets dérivants, pour essayer d'aller attraper le gros poisson. Vous pourrez tout à fait induire un deuxième ordre, ne pas vous fixer d'objectif de hausse. Par contre, dire voilà, quand on aura atteint le premier objectif de hausse sur la première moitié de ma position, eh bien, la deuxième moitié de position n'aura pas d'objectif, mais par contre, je gérerai cette position, par exemple, avec le bas de la bande bleue. Et plus le marché montera, et plus vous gagnerez d'argent avec la deuxième taille de position. Ce qui vous permettra, dans ce cas-là, dans un grand nombre d'opérations qui se passeront très très bien, d'avoir des reward risques moyens, un peu conformes, certainement, à ceux que vous proposent mes confrères en première intention, c'est-à-dire travailler du 2 pour 1. C'est-à-dire, quand je gagne 2 en moyenne, quand je perds 1. C'est effectivement ce vers quoi il faut tendre. Bon. Voilà un petit peu la sémantique technique, c'est-à-dire que une bonne récurrence de marché doit être capable de s'expliciter le plus simplement possible. C'est-à-dire que vous maîtrisez déjà bien les outils, vous avez fait un travail de vulgarisation très important, parce que ce qui se comprend bien s'explicite très clairement. Ça, c'est important. Moi, je vois beaucoup de personnes comme ça qui viennent me voir et qui me disent « Monsieur Dutheil, j'ai inventé une méthodologie ». Alors, ils se lancent dans l'explication, mais au bout d'une minute, c'est fouillis au possible. Donc, travaillez bien la verbalisation. Plus la verbalisation sera bonne, plus ça veut dire que vous maîtrisez votre sujet, et plus la récurrence, finalement, certainement en vaudra la peine d'être retenue, codée et utilisée sur les marchés financiers. Après, on peut toujours améliorer les choses. Là, c'est l'expérience de trading, c'est l'observation, c'est l'étude un petit peu statistique de vos opérations. Comment est-ce que je peux améliorer mon taux de réussite? Alors, ce qui est intéressant également, c'est quand vous partez sur un schéma comme ça, ok, c'est bien de le trader également personnellement avant de le coder pour voir si il tient la route quand même dans la durée. Ce qui est bien également, c'est comment l'améliorer. Eh bien, vous avez une analyse très critique de toutes les opérations qui sont passées. Dès que vous avez perdu de l'argent, dès que vous avez des opérations perdantes, vous les historisez et vous regardez s'il n'y a pas de la récurrence dans les pertes, de façon à coder ou à trouver une routine qui vous permet d'éliminer encore 20%, 30%, 40% des pertes, et vous avancez comme ça en entonnoir. Et historiser également toutes les gains pour voir s'il n'y a pas de la récurrence de gains ou si la gestion
position que vous avez amené ne serait peut-être pas, intéressant de faire différemment pour essayer d'aller gagner un peu plus. Voilà. C'est beaucoup d'observations, beaucoup de travail statistique sur votre modèle, de façon à essayer de le rendre toujours plus pertinent, plus performant. Alors, je ne vous demande pas de travailler avec un seul modèle, ça c'est un modèle parmi 7-8 choses récurrentes que j'ai pu mettre en codage sur les marchés financiers. Donc moi je suis parti dans ce sens-là, mais vous avez des centaines de milliers, je pense, de récurrences encore à trouver sur les marchés avec tel ou tel outil technique. Donc là, pour le coup, c'est à vous quand même de faire l'effort et d'essayer de travailler avec des outils qui vous conviennent et de passer quand même beaucoup de temps d'observation. Et même si vous avez l'impression d'observer et qu'il n'y ait rien qui aboutisse à votre observation, ne vous inquiétez pas, votre cerveau travaille pour vous. À force de regarder des graphiques, il y a des idées qui reviennent. Et si ces idées reviennent, soyez très attentifs à ces idées, elles sont souvent très pertinentes. Voilà, donc ça, finalement, c'est quelque chose que vous pourrez coder, mais alors de façon très facile, avec pour Real-Time sous IG début 2014. N'hésitez pas à poser des questions à IG à ce sujet, ils vous tiendront au courant, bien entendu. Voilà. Alors, l'astuce, c'est le piège à éviter. Alors, il y a une seule astuce quand on développe un trading algorithmique. Et ça, c'est vital. Il faut rester maître du code. C'est-à-dire qu'il faut qu'à tout moment, vous sachiez pourquoi votre algorithme prend une position ou ne prend pas une position. Parce que vous allez commencer à coder un algorithme selon un schéma tactique comme vu précédemment. Puis vous allez dire finalement si je rajoutais une ligne de code pour éliminer ça, vous rajoutez une ligne de code. Et puis vous avez encore une autre idée, vous rajoutez une ligne de code. Et au bout d'un moment, vous aurez tellement rajouté de lignes de code dans votre codage que vous serez incapable de savoir auquel moment il prend et à quel moment il ne prend pas. Et là, c'est finalement, vous aurez inventé une machine infernale que vous ne domestiquerez plus sur le marché. Donc ça, c'est très important. Et c'est un gros boulot. Quand vous avez... oui. Oui, ça va être un peu la règle pendant toute la journée. C'est très important. Donc on regarde, on fait une espèce de cliffhanger comme ça, juste pour dire qu'en parallèle, alors j'espère que ça ne va pas porter préjudice à la... Non, mais pas la présentation, mais au résultat du concours, parce que M. Sudutey ne traite pas pendant que le Gistar, lui, il en profite. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Mohamed? Donc j'ai ouvert 3 positions, donc une sur le cross de AUT CHF. Donc j'ai tenté des achats sur un gros support weekly. Ça c'est mon écran. Malheureusement mon écran n'est pas branché, donc j'ai tenté j'ai tenté des achats sur l'AUT CHF en 2 temps, puisque je rentre souvent en 2 temps, puisque c'est difficile de trouver le point d'entrée parfait. Et donc sur 83,77, et j'ai passé un ordre pour les amateurs d'action, je suis passé long sur le titre Nicox, donc 10 000 titres, à 2,43 et là on est à 2,46. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est ce qui est déjà pas mal, puisqu'il va falloir gérer la position sur les CHF, donc j'ai pris 10 ans. Donc c'est quand même une position assez conséquente. Et 10 000 titres sur Nicox. Donc on suit ça maintenant, je suis l'évolution. Donc j'ai un stop mental, donc comme disait Stéphane Sodutec, donc il faut impérativement placer des stops. Donc moi pour le moment j'ai fixé un stop mental, donc à 83,65, et l'objectif c'est 84,18. Et sur Nicox l'objectif est à 2,57 pour une entrée à 2,43, donc ça fait à peu près 6%. Très bien, donc moi je note, le stop mental, c'est pas géré par IG, le stop mental, ça vous appartient, et j'espère que ce ne sera pas une opportunité de rater. Pardon.
le trading aussi, c'est l'art de gérer sa frustration. Parce qu'on manque là, on le retrouvera à un moment ou à un autre plus tard. Donc ça, c'est déjà une première leçon, le trading. Ne pas regretter ce qu'on a loupé. Donc, l'astuce, restez maître du code. Et pour rester maître du code, vous devez absolument écrire noir sur blanc la routine verbalisée de votre codage. Alors, plus il sera compliqué, et plus vous aurez des pages de routine. Donc, c'est à vous de trouver le juste milieu. C'est encore une question de compromis. Pour rester maître du code, et à tout moment savoir comment il va réagir, le robot, à quel moment il va libérer ses profits, surtout si c'est dans le cadre de libération progressive de profits. Donc, moi, en fait, toutes les routines sont écrites noir sur blanc, et je peux vous garantir que je suis sans arrêt en train de les réviser, parce que vous laissez passer 2-3 jours, vous avez 6 routines d'une page, de 2, vous oubliez toujours un petit quelque chose, et quand vous passez d'un schéma à l'autre, il faut vraiment avoir une très très grande malléabilité d'esprit pour changer de routine et savoir exactement dans quelle routine on se trouve. Ça, c'est, je pense, l'astuce, mais vraiment de qualité pour développer ces algorithmes. Et le piège vraiment à éviter, alors là, je pense que je vais décevoir beaucoup de monde, mais je vais vous parler quand même de ma propre expérience, c'est attention au backtesting. Et je vais aller directement sur la phrase finale, là. Vous ne construisez pas un robot pour le virtuel, mais vous construisez un robot pour affronter les conditions du réel. D'accord? Donc, quand vous faites un backtesting sur une série de cours, attendez-vous à diviser au moins par 10 la performance virtuelle en réel, voire pire. Vous pouvez avoir un robot virtuel qui est très profitable et quand vous le mettez en réel, il perd de l'argent. Ça m'arrive. Et ça arrive à tout le monde. Pourquoi? Parce que quand vous faites du backtesting, eh bien, sous MetaTrader 4 par exemple, eh bien, le backtesting sous MetaTrader 4 ne va pas conceptualiser les variations de spread. C'est-à-dire que quand vous avez un spread de, par exemple, 1,5 sur une paire de devises, eh bien, au moment des stats, ce spread peut monter à 3, à 4, à 5, à 8. Et plus vous allez bâtir des robots de trading qui seront proches du day trading, du scalping, voire moins, et plus ces variations de spread-là, qui ne sont pas conceptualisées sur du virtuel, eh bien là, détruiront alors considérablement vos résultats. Le backtesting ne tient pas compte non plus du slippage que vous allez avoir sur des ordres stop et sur des ordres au prix du marché. Le slippage, ça dépend vraiment des conditions du marché dans lesquelles vous allez travailler aujourd'hui. Et ça, vous pouvez avoir vraiment également des gros écarts sur l'exécution de vos stops, sur l'exécution de vos points d'entrée, et ça, c'est considérable l'impact que ça a sur la performance. Et bien entendu, les conditions de marché au sens réel. Est-ce qu'il y a une grosse profondeur, une moins grosse profondeur, ça va influer également là-dessus. Et quelque chose qu'on oublie peu, c'est les distances entre votre algorithme et votre broker. Des fois, vous êtes surpris. Hein. Vous avez un broker en France, vous dites, les serveurs de en France, ils sont en Bulgarie ou alors à 8000 km. Donc surtout quand vous envoyez des ordres au prix du marché ou des ordres stop qui ont un besoin mais urgent d'arriver sur le marché, s'ils doivent déjà traverser l'Atlantique pour arriver sur le marché, alors là peut-être autant dire vous êtes bordé. Donc ce qui est bien, c'est d'utiliser des VPS, des ordinateurs virtuels, pas de problème de coupure, tout ça, mais de mettre votre VPS à l'endroit où sont les serveurs de transaction de votre broker. Demandez à IG où sont leurs serveurs, ils sont en Angleterre, en France, en Bulgarie, je ne sais pas où, mais il faut absolument que votre algorithme soit dans le lieu de résidence des serveurs pour gagner quelques millisecondes qui font toute la différence sur l'exécution d'un ordre stop ou d'un ordre d'achat auprès du marché. Ça, rappelez-vous bien, toutes les performances virtuelles que vous voyez, les belles drawdowns et tout ça sur du backtesting, moi je veux voir ça sur du réel.
Et là, Alors, Stéphane, est-ce qu'on le teste quand même, le backtesting? Ah, bien sûr. Parce que c'est intéressant pour avoir grosso modo une idée. Si votre backtesting perd de l'argent, j'ai jamais vu finalement quelque chose perdre de l'argent en gagner sur le marché. Conditions nécessaires mais pas suffisantes. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça donne un ordre d'idée pour voir si on n'est vraiment pas du tout à côté de la plaque. Mais il est important après de finalement expérimenter sur des tailles de position très petites votre stratégie en réel sur le marché pour essayer de finalement voir si votre codage correspond aux contraintes de marché. Ou s'il ne faut pas faire différemment, ou contourner des problèmes, ou partir sur des horizontaux un peu plus éloignés pour que finalement les spreads aient moins d'importance dans votre stratégie. La conclusion à tout ça, le trading, eh bien en fait il faut se créer des certitudes afin de trader avec conviction, et vos algorithmes n'échapperont pas à cette règle, bien entendu. Comment se créer donc des certitudes? 1. Observer beaucoup. Ça, je crois que on ne peut pas se dédouaner de travailler énormément sur les graphiques, sur l'observation. 2. Mettre en évidence un schéma récurrent. Alors, peu importe, hein, pourvu qu'il y ait une récurrence de ce schéma, que vous soyez capable de m'expliquer simplement. 3. L'analyser et travailler sa mécanique de mise en œuvre. Donc là, j'insiste, hein, simplicité. Plus ce sera verbalement simple à expliciter, plus ce sera facile à coder. 4. Travailler les routines tactiques, prise de position, stop, gestion de position. 5. S'entraîner sur ce schéma afin d'emmagasiner la confiance et bien s'entraîner manuellement pour voir un petit peu comment il se comporte, comment vous également vous comportez par rapport à ce schéma. C'est toujours intéressant quand même de trader un peu manuellement, toujours dans le plaisir. 6. Exposer son capital avec une taille réduite, vraiment dans les conditions de marché, hein, pour voir si finalement il n'y a pas trop de différence entre les backtesting que vous aurez pu faire et les conditions réelles de marché. Mais vous verrez, et ne soyez pas déprimés quant à ça, il y a une très grosse différence.